Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le député national étant un élu du peuple, quel comportement doit-il adopter dans la conduite de ses activités? Élément de réponse dans ce reportage signé Sidik Ousmane et Cheibou Guisso. L'Assemblée nationale est le temple par excellence de la démocratie. Tout le contraire au regard des spectacles désolants livrés aux citoyens par les députés de la première législature. Les insultes, des propos déplacés, je pense que dans une démocratie qui se veut dynamique, dans un pays qui veut aller vers la démocratie saine, ça ne doit pas se passer. Et du reste, ils sont collègues, ils sont des frères, ils sont des parents. Ce n'est pas parce qu'ils sont sous des bannières de partis politiques différents que la courtoisie devrait manquer. Mise en place il y a moins d'un mois de cela, la deuxième, elle, est vivement interpellée pour ne pas tomber dans les mêmes travers. L'appel que nous avons à lancer au niveau de cette auguste assemblée qui vient de s'installer, vraiment, c'est de faire fi de ce du passé, de faire table rase de tout ce qu'on a connu pour qu'eux maintenant, qu'ils travaillent main dans la main, qu'ils travaillent en tant que députés élus du peuple nigérien et non des députés au service d'un parti politique. Le député, au-delà du représentant du peuple, c'est aussi l'incarnation de certaines valeurs. Un député national, à ma foi, moi je me dis, il doit cultiver ce qu'on appelle l'esprit d'humilité. Il ne faut pas vouloir à coûte que coûte, c'est-à-dire développer un esprit va-t-en-guerre. Nous sommes dans un hémicycle, et qui dit l'hémicycle, surtout à l'Assemblée nationale, dit un lieu de débat, où il y a des idées qui se développent. Quant aux députés de l'opposition qui jusque-là continuent à bouder la présente Assemblée nationale, le combat politique, le vrai, se joue à l'interne, c'est-à-dire au sein de l'hémicycle. Le seul lieu pour faire un débat soutenu, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. On peut être opposant, et c'est ça le principe démocratique. Vous êtes des opposants, l'opposition ne se fait pas à travers la politique de la chaise vide. L'opposition ne se fait pas à travers des réunions au niveau des sièges des partis politiques. Non, l'opposition, lorsque nous sommes dans un régime démocratique, l'opposition se fait à l'hémicycle. Comparaison, certes, n'est pas raison. Les députés de la deuxième législature ont grand intérêt à adopter ce comportement beaucoup plus responsable attendu d'eux, au nom du seul intérêt qui vaille, c'est-à-dire celui du peuple. Ensuite, le syndicat national des transporteurs des hydrocarbures du Niger a rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, il demande aux autorités de mettre fin aux pratiques de vente des bons de transport par la SONIDEP afin de rendre plus fluide leur activité. Compte rendu Michel Deji et Aboubakar Solé. Il s'est agi pour les transporteurs nigériens des hydrocarbures de rompre le silence par rapport à la situation dans laquelle ils végètent depuis un certain temps. Pour ceux qui se rappellent encore, notre syndicat a eu, dans les mois et jours passés, à dénoncer des pratiques corruptives de dernière génération dans le système de gestion des hydrocarbures, ce qui a amené nos militants à observer un arrêt de travail. Un protocole d'accord a été signé pour calmer les esprits et renouer avec une stabilité sociale. Mais quelle ne fut notre surprise de constater que malgré notre volonté de contribuer à l'effort national, nous nous trouvons aujourd'hui au chômage, voulu et programmé par les responsables de la SONIDEP, du fait des pratiques sournoises mais intelligentes, corruptives dans un système pourri où seuls les intérêts d'une minorité priment sur tout le reste. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, à la SONIDEP, qu'il existe en plus de la vente des bons de transport, une pratique qui tend à classer les Nigériens en 3 catégories, à savoir les pauvres, qui doivent attendre 3 à 4 mois pour bénéficier d'un voyage. Les moins riches qui ont la possibilité d'acheter des bons, ce qui leur permet de faire 2 à 3 voyages par mois, et les super nigériens qui ont la possibilité de payer fort les services de la SONIDEP, dont les camions ne respectent aucune règle ou chargement comme au déchargement. Face à cette situation, le syndicat national des transporteurs des hydrocarbures du Niger exige ce qui suit. Premièrement, des autorités compétentes
2. Mettre fin à toutes les pratiques de vente des bons de transport. 2. De mettre les transporteurs sur le même pied d'égalité. 3. De diligenter une enquête à la SONIDEP pour mettre à nu toutes les pratiques corruptives qui y sévissent. 4. De poursuivre et sanctionner tous les auteurs, co-auteurs et complices des pratiques mafieuses qui se passent à la SONIDEP. En tout état de cause, le syndicat national des transporteurs des hydrocarbures du Niger appelle les autorités de tutelle à tout mettre en œuvre en vue d'une résolution définitive de leurs problèmes. Le comité exécutif de l'Union des écoles et instituts professionnels et techniques du Niger a rendu public aujourd'hui une déclaration relativement à la situation sociopolitique du pays. Le résumé avec Nasser Antoufou et Soumaïla Abdoulaye. Élu le 7 avril dernier pour l'exercice syndical 2016-2017, le nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, IEPTN, a dans sa première sortie médiatique tenu à apprécier la situation politique et socio-syndicale qui prévaut dans le pays. Les hommes politiques nigériens, de tous bords confondus, agissent comme s'ils ont fait le serment de bloquer le Niger. L'arène politique est transformée en une zone de promotion de la haine ethnique et régionaliste. Au vu de tout ce qui précède, le comité exécutif de l'UEPTN demande à la classe politique nigérienne d'aller vers un dialogue inclusif inter-nigérien pour l'intérêt supérieur de la nation. Il faut rappeler que cette volonté de la grande base de l'UEPTN a confié la destinée des étudiants professionnels et techniques entre nos mains n'est nullement un acte fortuit. C'est d'ailleurs pourquoi le comité exécutif, que j'ai l'insigne honneur de diriger, inscrit son mandat sur des axes essentiels. Axe 1, intensification de la formation syndicale, politique et idéologique des camarades. Axe 2, consolidation et acquisition des acquis pour une amélioration significative des conditions de vie et d'études des étudiants professionnels et techniques. Ayant pris acte des nominations des nouvelles autorités de tutelle, l'IEPTN demande l'ouverture des négociations autour de leurs différentes revendications. Du ministère de l'Enseignement supérieur, l'IEPTN exige le respect strict du protocole d'accord Mesri UEPTN signé le 7 décembre 2015. Exige l'octroi de l'aide sociale aux étudiants professionnels et techniques du Niger. Exige les rappels de paiement des bourses des vacances avec les décisions numéro 139, 017, 032, 036, 034, etc. et le paiement de la bourse du deuxième trimestre. Du ministère de l'Enseignement professionnel et technique, l'UEPTN exige la satisfaction de tous les points inscrits dans la plateforme revendicative relativement au centre de formation et lycées professionnels et techniques. Du ministère de la Santé publique, l'UEPTN exige l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants et élèves des écoles et instituts de santé. L'UEPTN lance également un vibrant appel à l'ensemble de ses militantes et militants pour une forte mobilisation et à répondre à tout mot d'ordre en vue de la satisfaction de ces justes et légitimes revendications dans les 72 heures qui suivent la présente déclaration. Les écrivains nigériens d'Afrique et d'ailleurs venus spécialement pour la 4e édition de la semaine littéraire de Niamey terminent leur rencontre ce week-end. Michel Deji et Abokar Souley pour le reportage. Débutée depuis le lundi 11 avril dernier, la 4e édition des rencontres littéraires de Niamey est un événement de grande découverte des auteurs invités, mais aussi de leurs ouvrages exposés et vendus sur place. On fait revivre les livres au Niger, notamment parler donc de tout ce qui est auteur nigérien. Notre librairie, en fait, on est spécialisé dans tout ce qui est diffusion et promotion de la littérature nigérienne. Et comme vous avez constaté, il y a 5 auteurs nigériens qui participent à cette rencontre littéraire. Donc nous, on est là pour proposer les ouvrages donc de ces auteurs-là aux lecteurs qui sont de passage, mais également leur proposer les ouvrages donc en dédicace. J'ai acheté Sani Bouddha, Alger Bali, Trop tard, Les pleurs de l'arc-en-ciel de Bios Diallo,
Et puis un livre de Véronique Tadjo. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai discuté beaucoup avec elle, donc j'adore son écriture. Sani Bouddha, parce que j'aimerais bien découvrir les contes de mon pays. Hajar Bali aussi, ce sont des nouvelles, j'aime bien lire des nouvelles. On y trouve tout dans l'écriture, donc il faut lire pour apprendre le monde. C'est une très bonne opportunité pour les étudiants, mais aussi pour des adultes et les enfants. Regarder, acheter des livres, très important pour l'éducation, la formation, mais aussi vraiment pour le plaisir. Toujours c'est le plaisir à lire. Il est à noter que cette 4e édition des rencontres littéraires qui a réuni une dizaine d'auteurs est organisée cette année en hommage à l'écrivain nigérien le plus prolifique, Boubou Hama, homme littéraire et de culture, président de l'Assemblée nationale de 1960 jusqu'en 1974, est mort il y a déjà 34 ans. Fin ce matin dans les locaux de la FENIFOOT du stage des arbitres, une formation qui a atteint ses objectifs tels que définis dans le programme conjoint de développement de l'arbitrage par la CAF. Compte rendu Ibrahim Tikiré. Un trio arbitral nigérien participera bientôt à un stage régional d'arbitrage à Alger ou au Sénégal. C'est l'une des principales satisfactions de ce séminaire des arbitres non-FIFA qui a pris fin ce 16 avril 2016. Pendant 5 jours, 30 jeunes Nigériens passionnés de l'arbitrage ont suivi des cours théoriques et des exercices physiques, des rudiments qui constituent le point de départ dans la carrière d'un arbitre. Il me revient de vous rappeler que ce stage n'est que le début d'un long et laborieux processus pour atteindre le sommet. On a vu ça au début. Vous devez ainsi par la suite de votre carrière d'arbitrage vous approprier les enseignements théoriques et pratiques de très haut niveau, très haute facture, qui vous ont été dispensés ici par les meilleurs instructeurs de la FENIFOOT, de la CAF, les opérationnaliser et les appliquer avec toute la rigueur qu'ici. La rigueur, je vous en prie. Loin d'être une fin en soi, ce séminaire n'est qu'une étape dans un long voyage au cours duquel vous ferez l'objet périodiquement d'un encadrement et d'une évaluation, s'il vous plaît. Comme je l'avais fait lors de l'ouverture, je voudrais à nouveau féliciter et remercier la FENIFOOT pour toutes les facilités mises à notre disposition et qui ont permis la réussite de ce séminaire. L'arbitrage nigérien revient tout doucement dans l'élite. Un satisfait qui ne doit pas amener les hommes en noir à dormir sur leur laurier, a relevé le colonel-major Jibilahi Mohamed Dipele, président de la Fédération nigérienne de football. Notre séminaire est le débouche d'un programme pilote de la CAF que la CAF a initié, programme qui a comme objectif en fait le recrutement des arbitres potentiels afin d'assurer la relève. Ça veut dire que vous êtes les jeunes arbitres qui êtes en train d'être formés pour assurer la relève de vos anciens qui sont les internationaux maintenant. Hein? L'un des buts aussi, deuxième but de ce programme, c'est la formation continue des arbitres. Formation continue qui permet de maintenir donc votre niveau au moins, sinon l'améliorer. Et enfin, le développement donc de l'arbitrage en tant que tel, qui est une politique de la CAF. C'est le développement de l'arbitrage au niveau de l'Afrique, effectivement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que votre métier est quand même un des facteurs les plus importants dans notre sport, dans notre discipline. L'arbitrage, vous êtes le nœud, en fait, des matchs de football. Vous n'êtes pas sans le savoir au Niger, nous le vivons tout le temps. On a toujours des problèmes de contestation d'arbitrage, de problèmes, les gens se plaignent toujours de l'arbitrage. Ce qui nous pousse toujours, nous aussi, en tant que dirigeants, à créer les conditions pour que vous puissiez avoir de la qualité. Je pense que ce séminaire-là rentre dans ce cadre-là. Les participants ont adressé leurs remerciements à la CAF et à la FENIFOOT pour les multiples appuis accordés au développement de l'arbitrage africain. Après la formation, place à la mise en œuvre sur le terrain des modules reçus pendant le stage.
personnes disparues en mer. Le souverain pontife se trouvait aujourd'hui à Lesbos, porte d'entrée des migrants en Europe. Cédric Ferreira pour le récit. Le Premier ministre grec accueille en personne le pape François à sa sortie d'avion. Dès l'arrivée du souverain pontife à Lesbos, Alexis Tsipras a voulu saluer sa visite. Je vous souhaite la bienvenue à Lesbos, l'île qui a porté le poids de l'Europe, le poids d'une crise de réfugiés sans précédent. Accompagné du patriarche de Constantinople et de l'archevêque orthodoxe d'Athènes, le pape François est ensuite allé à la rencontre des migrants et des réfugiés dans le camp de Moria. 3000 personnes y vivent dans des conditions qualifiées de misérables par les ONG. Pendant 1 heure, le pape François s'est immergé parmi eux. Comme cette femme, beaucoup implorent le pape de tout faire pour les aider. Car la plupart sont arrivés après l'entrée en vigueur le 20 mars dernier de l'accord entre l'UE et la Turquie. Si leur demande d'asile en Grèce n'est pas acceptée, ils sont voués à être renvoyés. François appelle à répondre d'une manière digne et humaine à cette crise migratoire et il a une nouvelle fois répété son message de solidarité. Aujourd'hui, j'ai voulu être avec vous. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seuls. Ces derniers mois et ces dernières semaines, vous avez beaucoup souffert dans votre recherche d'une meilleure vie. À la fin de sa visite sur l'île de Lesbos, le pape François a souhaité adresser un signe d'accueil aux réfugiés. Il a emmené avec lui 3 familles syriennes à bord de son avion. Elles seront hébergées au Vatican. Le bilan s'alourdit au Japon après la série de séismes qui a secoué l'île de Kyushu. On dénombre à présent au moins 35 morts et 1 millier de blessés. Le point sur la situation avec Cédric Ferreira. Fais attention parce que c'est chaud. À Mashiki, des centaines de personnes viennent chercher de quoi se nourrir dans ce centre de distribution alimentaire monté à la hâte. Cette ville se situe dans la région de Kumamoto, déjà frappée jeudi par un séisme. Plus de 40 000 personnes ont dû être évacuées. Les habitants sont encore sous le choc. J'ai été surpris. Je pense que nous l'avons tous été. Je croyais que le pire était passé. Depuis le tremblement de terre, 100 000 foyers sont privés d'électricité et plus de 400 000 n'ont plus accès à l'eau sur l'île de Kyushu au sud du Japon. Ce nouveau séisme de magnitude 7,3 a frappé la région de Kumamoto dans la nuit de vendredi à samedi. Les équipes de secours tentent toujours de retrouver des survivants. 20 000 soldats sont déployés en renfort. J'ai demandé à ce que les troupes soient largement renforcées et que soient envoyés vers la zone sinistrée les responsables des secours en cas de nouvelles catastrophes. Cela permettra de concentrer pleinement les efforts du gouvernement en matière d'évacuation et d'opérations de sauvetage. Les tremblements de terre de ces derniers jours sont les plus importants sur le sol japonais depuis 2011 et celui à l'origine de la catastrophe de Fukushima. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.